Voilà. Alors, à mon tour de vous remercier d'être là et d'avoir organisé cette belle journée. Et donc, après la Pompéi, après les sous-sols celtiques de la Suisse et après l'Inde, c'est le moment de visiter le globe. Et c'est intéressant parce que si donc, comme ma collègue l'a essayé de montrer que, en fait, au-delà du pattern, du motif, il y a une individualité et une subjectivité, là, on va retomber dans les motifs. Alors, donc, le 25 septembre 1264, au petit jour, le duc d'Auge se pointa sur le sommet du donjon de son château pour y considérer attentanner soit peu la situation historique. Elle était plutôt floue. Des restes du passé traînaient encore çà et là en vrac. Sur les bords du rue voisin campaient deux uns. Non loin d'eux, un Gaulois, Édouin peut-être, trempait audacieusement ses pieds dans l'eau courante et fraîche. Sur l'horizon se dessinaient les silhouettes molles des Romains fatigués, des Sarrasins de Corinthe, des Francs anciens d'un linceul. Quelques Normands buvaient du calva. Le duc d'Auge soupira, mais n'en continuant pas moins d'examiner attentivement ces phénomènes usés. Les uns préparaient des steaks tartares, les Gaulois fumaient une gitane, les Romains dessinaient des Grecs, les Sarrasins fauchaient de l'avoine, les Francs cherchaient des sols et les Alains regardaient sans cosette. Les Normands buvaient du calva. Tant d'histoires, dit le duc d'Auge au duc d'Auge, tant d'histoires pour quelques calembours, pour quelques anachronismes. Je trouve cela misérable. On n'en sortira donc jamais. Fasciné, il ne cessa pendant quelques heures de surveiller ces déchets, se refusant à l'émiettage. Puis, sans cause extérieure décelable, il quitta son poste de guet pour les étages inférieurs du château, en se livrant au passage à son humeur qui était de battre. Ainsi commence le roman de Raymond Queneau, Les Fleurs bleues, publié en 1965. Le duc d'Auge, dont le nom est l'anagramme du mot égaux, et qui pourrait être donc chacune et chacun parmi nous, prend une position d'aplomb pour contempler l'histoire du haut de son donjon. On est à 1264. L'histoire est décrite comme étant proprement synchrone et spatialisée, mais sans former une totalité ou une unité. Elle rappelle davantage les monuments de différents âges et de différentes cultures éparpillées à travers le globe que le tourisme de masse a commencé à visiter dans les voyages organisés de l'après-guerre. À ceux qui veulent réfléchir sur son sens, l'histoire procure tout au plus des motifs à calembour et des fragments assez malléables pour se prêter à des anachronismes de toutes sortes. Face à cette confusion, Queneau énonce dès son titre initié, Les Fleurs bleues, c'est-à-dire l'utopie romantique d'une poétisation du monde. Pour Queneau aussi, la littérature et la poésie restent les seuls champs de la liberté. Si le début du roman présentait le duc d'Auge debout et fier sur son donjon, sa fin le décrira assis dans une barque, nous tournant le dos, en train de fuir au-delà de l'horizon et au-delà de l'histoire. Il faut entendre ici l'histoire aussi bien comme ce qui advient à travers les actions des hommes et des femmes, et comme discipline essayant de les expliquer. Peine perdue dans les deux cas. Non seulement rien de fondamentalement nouveau ne peut advenir selon Queneau, disciple et éditeur du philosophe de la fin de l'histoire Alexandre Kojève, mais aussi l'histoire comme analyse du passé, ancien et récent, est vouée à rester une discipline bâtarde, n'étant ni assez scientifique, ni assez fictionnelle. Regardons maintenant cette photographie familière. On y voit André Malraux, romancier à la vie romanesque et ministre de la Culture pour le gouvernement de Charles de Gaulle.
Il est dans son environnement domestique, regardant d'en haut les épreuves de son musée mondial de la sculpture, éparpillées avec soin. La photographie met en évidence la disponibilité absolue de l'histoire de l'art, qu'on considère alors de plus en plus comme étant globale et qui paraît littéralement à portée des mains. Mais la photographie de l'intérieur bourgeois de Malraux est aussi une analogie du monde, tel qu'il était vu et utilisé par l'Occident quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le globe, de plus en plus domestiqué, perd son étrangeté, rassemble un intérieur gigantesque et pourra bientôt être regardé tel un objet ou une image de l'espace. Voici donc Malraux, un souverain, mais n'éprouvant guère le trouble du duc d'Auge quand il contemple l'histoire du haut de son donjon. Comme Queneau, Malraux se méfie de l'histoire et reconnaît la supériorité de la fiction. Mais à l'opposé de Queneau, il est étranger à l'idée de la fin, quel que soit, et se donne pour mission la résurrection. Pour Malraux, les anachronismes ne sont pas des calembours. Avec son projet infini progressif du musée imaginaire, commencé en 1947, Malraux entreprend de fabriquer une contre-histoire, et plus précisément une contre-histoire de l'art. Contre donc l'histoire de l'art normative, le romancier assume pleinement le caractère fictif de tout récit sur l'art du passé. Il ne s'aligne pas à des périodisations discutables et ne s'attarde pas non plus sur des écoles nationales et des familles stylistiques contraignantes. La généalogie fictive de Malraux se développe à l'échelle globale. Elle enjambe les âges, le contexte historique, les spécificités matérielles et les créateurs individuels. Comment comprendre l'incroyable succès du musée imaginaire qui semble constituer aujourd'hui le modèle dominant dans l'approche que les artistes adoptent vis-à-vis de l'histoire de l'art et bien des commissaires dans leur exposition? Le musée imaginaire me semble être bien davantage qu'un livre. C'est un modèle à la fois esthétique et épistémologique qui a été mimé, approprié et adapté par les artistes et par des historiens de l'art. Mon hypothèse est que le musée imaginaire s'impose au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale comme une réponse à un monde et à une histoire qui sont éprouvés comme étant finis. Plus le monde devient globe et l'histoire une matière à portée des mains, immédiatement disponible et soi-disant connaissable, plus le temps s'avère être la matière plastique ultime, la seule qui reste, le temps qui après la guerre ne forme plus une ligne sans fin, se prête à changer malgré tout grâce au jeu de la photographie, donnant l'illusion de la liberté dans un monde confiné. C'est pourquoi Malraux écrit qu'après l'annexion de l'art par l'histoire et par la géographie, il faut en poursuivre l'annexion par les médias. Il tâchera en effet de métamorphoser sans cesse le passé, en lui donnant, par le truchement du médium photographique et du montage, toutes ces nouvelles vies que le passé, dans le sens strict, ne peut pas avoir. Le passé est unique dans sa matérialité, mais la reproductibilité infinie donnera l'illusion de sa résurrection sans fin. Malraux souligne que cela arrive pour la première fois dans les annales de l'humanité. Cette première fois offre la possibilité d'anachronisme obsessionnel, de grands bonds dans le temps et dans l'espace pour créer indéfiniment de nouvelles cohérences, de nouvelles analogies et de nouvelles ressemblances. Dans un monde où les filiations et la logique causale ne riment plus à rien, il y aura encore et toujours le récit anti-historique de la métamorphose. Influencé par la vision organique de Oswald Spengler, selon laquelle les civilisations naissent, croissent, meurent et se remplacent, Malraux écrit ceci. En profondeur, toute civilisation est impénétrable pour une autre, mais les objets restent. Et nous sommes aveugles devant eux jusqu'à ce que nos mythes s'accordent à eux. Puisque l'histoire est au fond inconnaissable et donc impossible, puisque la vérité d'une culture ne peut pas être restituée après sa mort,
la fiction est le seul moyen dont on dispose pour ne pas perdre le passé définitivement et pour ne pas se limiter à l'étroitesse du présent banal. Les albums d'art, ajoute Malraux, présentent des détails de miniatures et de tableaux comme des paysages et des peintures de vases grecs comme des fresques. Tout tient donc à ce comme. Le fragment ou les détails photographiés et magnifiés est un vecteur important de la fictionnalisation qui opère au sein de l'art et au sein de l'histoire. L'esthétisme de Malraux peut être compris comme amour de la forme vide. L'histoire de l'art est transformée en jeu formel et une activité quasi ludique où le coupé-collé de formes vides et le spectre projeté sur le mur sous la forme de diapositives poursuivent le formalisme moderniste. C'est là qu'il se rencontre avec certains artistes de l'après-guerre qui doivent négocier au fond avec le même héritage moderniste et les mêmes problèmes d'historicité que Malraux. Des artistes aussi différents que Ad Reinhardt aux États-Unis, Asger Jorn au Danemark, car il n'est pas partout en Europe, ou l'Independent Group en Angleterre. Tous des lecteurs fanatiques de Malraux. Et là, je vais vous montrer la couverture, en fait, que Ad Reinhardt a fait pour une revue de gauche des années 30, le New Masses, avec donc le portrait de Malraux. Constate la même clôture du monde et éprouve, bien que de façon différente, le même sentiment d'impasse de l'histoire. Ils se réjouissent de la disponibilité immédiate de l'histoire sous forme de destinations touristiques, de patrimoine national ou mondial, de reproductions photographiques toujours plus pléthoriques. Et ils entreprennent de développer l'usage des reproductions d'œuvres d'art en les mettant au cœur de leur art. La part œuvre et la part expérimentale de leur pratique fusionnent, parfois jusqu'à l'indistinction, se déplaçant dans des terrains qui sont devenus aujourd'hui banals dans la pratique des artistes, la critique et la théorie de l'art. Je pense notamment à l'esthétique des archives, à la porosité épistémologique entre la recherche et la création, à la pratique curatoriale comme une expérimentation artistique et à l'écriture d'une histoire de l'art par les artistes au détriment des historiens de l'art. Or, toutes ces pratiques exigent la constitution d'un musée imaginaire, ce qui signifie que ce dernier est un modèle malléable, susceptible de se plier aux choix esthétiques et idéologiques des uns et des autres. Les livres de Malraux se diffractent et se désagrègent pour devenir conférences, performances, expositions, archives esthétisées ou films. Pour Reinhardt, Jorn et l'Independent Group, formés à Londres par des artistes et des architectes, l'histoire témoigne de sa finitude par sa disponibilité entière. Plus on a des informations, plus on accumule des données, moins on se fait d'illusions sur la nouveauté. La manipulation de l'histoire dans sa longue durée permet d'orienter les expériences formelles des avant-gardes historiques œuvrant avant la Deuxième Guerre mondiale vers trois sortes de tournants. Ces trois tournants ont un socle commun, que j'appelle justement l'après-l'histoire, c'est-à-dire un régime d'historicité qui est formé par la conscience très nette que non seulement l'histoire constitue une invention très relative, propre à une portion culturelle de l'humanité, mais surtout que cette relativité est sur le point de devenir obsolète. Je vais donc décrire les trois tournants de la préhistoire, c'est-à-dire le tournant post-historique de Reinhardt qui prend la forme d'une histoire de l'art écrite et performée par des artistes, le tournant archéologique de Jorn qui autorise un récit national, voire racial, et le tournant anthropologique de l'Independent Group qui permet d'expérimenter les modalités perceptives d'une adaptation culturelle à un monde technologique sans précédent. Je vais prendre mon ordinateur parce que là, je pense que ça sera plus simple. Voilà. Ad Reinhardt, donc. Son travail inclut une connaissance très large et rigoureuse de l'histoire de l'art et trouve progressivement la forme d'une abstraction radicale.
Ces peintures dites ultimes sont presque noires. Elles se succèdent les unes aux autres, sans effectuer des sauts qualitatifs, sans ouvrir à autre chose qu'à elles-mêmes. Elles forment des séries en étant presque identiques, jour après jour, hier, aujourd'hui et demain. Moderniste, peignant le dernier tableau tant qu'il est en vie, Reinhardt est aussi l'un des premiers artistes-chercheurs ayant fait des études d'histoire de l'art à l'Université Columbia, entre autres auprès de Meyer Shapiro et à l'Institute of Fine Arts à New York. Son travail évolue entre deux forces opposées, l'extension et la concentration. S'il insiste que ce tableau implique qu'on ne peut aller nulle part, there is no place to go, et que la seule chose qu'on a à faire est de s'ancrer dans la contemplation longue et difficile de ce tableau, il n'a de cesse de voyager à travers l'hémisphère nord entre 1950 et 1965 pour voir et photographier les monuments qui remplissent et informent sa conscience d'artiste. D'un artiste, et c'est son mot, d'un artiste post-historique. Europe, Asie, de la Turquie jusqu'au Japon, Moyen-Orient, Amérique centrale, sont parcourus avec scrupule et méthode pour produire des milliers et des milliers de diapositives par une personne qui estime que l'histoire est désormais spatialisée sous la forme de sites à visiter par des touristes et par des artistes lucides. Au retour aux États-Unis, il projette ces diapositives dans le cadre de ses cours d'histoire de l'art au Brooklyn College et au Hunter College, ou dans le cadre de ses nombreuses conférences, par exemple à la National Gallery of Art à Washington. Enfin, dans des projections publiques destinées au milieu de l'art qu'il qualifie de non-happenings. Non-happening, ce terme rime, entre autres, avec une historicité qui relève davantage de la répétition et des différences insensibles que cette répétition permet. Aucun événement, aucune invention ne fait rupture ici. Rien ne se passe, rien que la succession des diapositives de ce qui a été dans sa quasi-invariabilité. La sérialité chez Reinhardt est faite, comme on le voit, de fragments sectionnés de façon très nette. Son esthétique d'inventaire et de classification typologique est très différente de celle de Malraux, car ces photographies se veulent neutres, impassibles, grâce à leur frontalité et à la compression du détail par le cadre. La ressemblance n'est pas suggérée de façon dramatique, la lumière n'y joue presque aucun rôle autre que l'avènement technique de la photographie elle-même. La ressemblance est démontrée littéralement et ad nauseam. L'universalisme quasi-structuraliste de Reinhardt postule que les variations sont infinies, mais l'invention des motifs finie. Il écrit « L'art abandonne tout ce qu'il n'était pas et s'étend à tout ce qu'il a été. Il se réduit à lui-même et s'appauvrit du monde. » À mesure donc que l'art s'appauvrit du monde, il s'enrichit jusqu'à la saturation de sa propre histoire. Dans les diapositives de Reinhardt, les monuments meurent de leur mort esthétique administrée par le sectionnement violent et la compression de leurs détails par le cadre photographique. Chaque photographie prise effectue la séparation stricte entre l'art et la vie. Arrachée à son site, tel toit des temples devient un triangle, repérable à New York ou au Cambodge. Si le monument lui-même est érodé par une nature dévorante, les photographies de Reinhardt lui offrent l'éternité. Ces séries de motifs mettent en évidence le caractère infiniment réduit et universel des formes, abolissent les particularités locales et fonctionnelles des monuments et interdisent le récit. On n'est pas dans la diachronie, ni dans la surprise du nouveau, mais dans la synchronie spatiale. La Terre est close. On se promène d'un site à l'autre, et cette réduction formaliste du temps trouve son pendant dans la peinture de Reinhardt. La saturation littérale
La saturation littérale des surfaces de ce tableau, presque noir, a absorbé les bigarrures de l'histoire et les milliers de fragments qu'il a façonnés par ce cadrage contraignant ont été dissous et assimilés par l'intemporalité contemplative de ses œuvres. À l'opposé de Malraux, essayant de rendre la vie aux sculptures dont on ne connaîtra jamais le secret, Reinhard les traite comme de la matière morte, de la matière esthétique, de la matière post-historique. Alors donc, si Reinhard radicalise le moment mortifère et artificiel du musée, il privilégie la stase et met l'accent sur la discontinuité. Les autres artistes qui m'intéressent se rangent du côté du flux, du processus et de la ressemblance continue. Asger Jorn a une connaissance de l'histoire de l'art au moins aussi bonne qu'Ad Reinhard. Parmi ses nombreuses activités, il a fondé au Danemark l'Institut scandinave du vandalisme comparé en 1960. Ce projet inclut la reproduction photographique de tous les monuments, tous, préhistoriques, antiques, médiévaux, relevant de la Volkskunst, qui se trouve donc en Scandinavie, mais aussi, et c'est le cas avec ce livre, dans des territoires au-delà de ces dernières, dans la mesure où il témoignerait de la migration des formes scandinaves. Le vandalisme est revendiqué par Jorn comme une qualité positive de la culture nordique. Il veut contester bien sûr l'humanisme pédant et normatif du classique et ouvrir le nouvel âge de la Scandinavie, qu'il considère plus populaire, plus libre, plus sensible à toute la gamme de formes. Territoire jeune, à cause des glaciations, c'est-à-dire sans passé paléolithique, la Scandinavie a, selon Jorn, une pureté raciale indétectable. C'est le peuple descendant d'un passé plus profond. Il souligne le caractère anarchiste des peuples scandinaves qui ont fait preuve d'indépendance vis-à-vis du Nord et du Sud à la fois. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il milite contre l'intégration de l'OTAN et de l'Europe et de la communauté européenne pour le Danemark. Jorn voit, dans l'absence de sources textuelles anciennes en Scandinavie, un privilège. L'histoire, en tant que discipline de sources écrites, a transmis le récit des vainqueurs, comme l'avait fait César avec ses barbares dans Germania. Il fait donc sienne l'idéologie épistémique de l'archéologie et de la préhistoire, qui se sont construites au XIXe siècle en s'opposant souvent à l'histoire. Jorn pense que les objets tangibles de l'archéologie sont incapables de mentir à la façon des historiens idéologues, qu'ils témoignent de la vie ordinaire des peuples et non pas des grands hommes, et qu'enfin, la Scandinavie, éclipsée par l'histoire dominante de l'Allemagne et de la France, peut commencer à répandre une histoire alternative à travers ces monuments, à condition qu'ils soient photographiés et diffusés selon les principes qu'il faut. Comme il considère l'écriture comme un moyen de domination raciale, sociale et culturelle, Jorn privilégie l'oralité et l'image. Son tableau au commencement était l'image, veut se différencier autant de l'art du Sud, trop attaché à l'objet, selon lui, que de l'art allemand, art subjectif, qui, selon Jorn, illustre des idées. La peinture de Jorn se présente donc comme le dépassement dialectique de ce dualisme à travers son caractère processuel, gestuel et matérialiste. Elle est la réactivation consciente de la longue tradition que Jorn constitue dans ses archives, contenant 25 000 photos. Dans les volumes que Jorn a pu publier avant son décès, donc aux signes gravés sur les églises de l'Eure et du Calvados, on peut observer la même décontextualisation et la même confusion temporelle que celle du musée imaginaire. Mais les principes formels et la temporalité produite sont très différents. Les motifs choisis sont reproduits ici, en pleine page, sans arrière-fond renvoyant au site ou au statut exposé de l'œuvre. En supprimant l'architecture et la notion du site, Jorn transforme ces différents motifs et gestes en une fraternité de formes, prête à se confondre avec les siennes propres. Il les rend plus aptes à migrer,
moins dépendante de l'historicité matérielle de telle église, de telle stèle, de tel menhir, il fait du musée une parenthèse fermée, une fois pour toutes, par la mobilité de ses archives à travers les livres. Tout est présent et tout est vivant. Nous sommes portés par un flux qui continuera, si tout va bien, tant qu'il y a la vie. La revue Situationist Times, qui était éditée par la compagne de Jorn, Jacqueline de Jong, et nourrie des archives de Jorn, consacrera des numéros entiers à des patterns, à des motifs comme la spirale, l'anneau ou le nœud. Ces motifs ne jouent pas seulement avec la région instrumentale et le fonctionnalisme standardisé qui produit les mêmes et les mêmes à l'infini, mais sont aussi des motifs auto-réflexifs. La spirale, l'anneau, le nœud sont tous des formes qui lient et qui relient. Elles lient le temps, les espaces, les gens et les disciplines. Plus ils se détachent de leurs sources, mieux ils se propagent et mieux ils mettent en relation. Alors on ne saurait attribuer avec exactitude les sources de ces images. Elles viennent des traités scientifiques, des traités archéologiques, ethnologiques, des archives photographiques de l'Institut de Jorn. Leur socle ontologique disparaît au profit de la communication et de la virtualité qu'ils doivent assurer. Ils sont des signes ouverts à l'interprétation et non pas des contenus précis à transmettre. On peut donc voir dans le projet de Jorn une radicalisation du musée imaginaire, car le musée disparaît pour faire du monde qui est devenu un musée un espace imaginaire. Et c'est sur ce point exactement que la logique de Jorn rejoint celle de l'Independent Group, sur lequel je vais dire quelques mots pour terminer. Un groupe qui a été formé après la guerre par les artistes Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton, Nigel Henderson et les deux architectes Allison et Peter Smithson, qui cherchent tous à se situer dans un monde caractérisé par l'abondance des images et l'avènement d'une culture de masse qui engloutit la culture humaniste, hiérarchique et sophistiquée. Les images collectionnées, commentées, agrandies par les membres du groupe anglais dans la première moitié des années 1950, constituent ce qu'ils appellent leurs sources. Ces sources sont géologiques, biologiques, architecturales, artistiques, archéologiques, techniques, etc. Donc, ils en discutent toutes les semaines, prennent des notes très détaillées et invitent des intellectuels comme Malraux, des historiens de l'art comme Gobrich et d'autres, ou encore des biologistes, à faire des conférences, concevant des expositions qui sont exclusivement faites de papier. Ils se mettent à appliquer la leçon du musée imaginaire. Dans leur exposition Parallel of Life and Art, tout est fait pour accentuer l'indistinction entre la circulation sanguine dans les veines, les sillons d'un roc, les écritures runiques ou la calligraphie chinoise, un des buffets ou les pièces d'une machine à écrire. L'art, la science, la vie communiquent grâce à leurs formes, grâce aux patterns qui estompent leurs différences. Ce sont ces patterns communs qui prennent en charge le continuum entre les cultures, les disciplines et les classes sociales. Le musée imaginaire, dont il a été amplement question dans leurs discussions et dans leurs notes, leur aura permis d'assimiler la dynamique centrifuge des images, qui commence à compter bien plus que les mots. On pense que les canaux de communication ne transmettent plus de génération en génération de façon verticale, c'est-à-dire élitiste, comme dans les temps de l'humanisme, mais sillonnent le monde horizontalement, alliant donc les classes et les cultures. L'étalon d'or disparaît, les chefs-d'œuvre de Malraux aussi, au profit des devises qui se convertissent exactement comme de la monnaie, les unes dans les autres. Privilégiant le médium d'exposition, qu'ils conçoivent comme une recherche de laboratoire en continuité avec leurs pratiques artistiques ou architecturales, les membres du groupe suspendent des photos, comme on l'a vu, agrandies, cassent l'exclusivité de la frontalité et font de l'espace un continuum dont le spectateur devra faire l'expérience.
Le livre a explosé au profit d'un espace déroutant qui se présente ni plus ni moins comme une analogie de l'univers, mais un univers humanisé, médiatisé et contrôlé par la technologie et l'imagination. Dans ce microcosme, les patterns, les motifs sont en mouvement et le système s'autorégule sans aucun problème. Alors, donc, ces patterns, pour terminer, de Jorn, de Reinhardt, ou de l'Independent Group, sont eux-mêmes l'une des métamorphoses du musée imaginaire de Malraux. Malraux avait transformé le sacré dans des formes esthétiques. Aussi, malgré son esthétique du fragment, avait-il gardé religieusement l'œuvre d'art unique, l'œuvre, voire le chef-d'œuvre. Mais nos artistes conduisent son projet à l'étape suivante. Ils transforment la totalité de l'histoire et du monde en motif, puis en totalité fictionnelle. Ils dissolvent donc l'œuvre unique dans des séries. Les patterns impliquent l'équivalence généralisée du monde global, où les signes, formes, diagrammes, symboles n'ont pas de siège ni d'appartenance, mais n'existent qu'à travers leur transmigration analogique et leurs ressemblances. Dans un monde menacé de stase, que quelques-uns considèrent comme ayant touché la fin, où l'on craint que rien de nouveau ne puisse plus advenir, les motifs s'émeut, s'étend et se transforment. Mais il serait sans doute plus juste de dire que le pattern a une ambivalence salutaire et qu'il est à la fois positif et négatif, menace et promesse, idéologie et espoir d'émancipation collective. Par son caractère structurel et systématique, il est tout à fait conforme à la raison instrumentale et au nouveau modèle cybernétique qui s'étend autour du globe. Mais c'est aussi l'ordre dynamique du pattern qui promet que le temps va continuer à couler. La ressemblance redoutée que ces années de guerre, d'après-guerre, appellent homogénéisation, standardisation, normalisation, américanisation ou soviétisme, s'effectue par des patterns. Mais ce sont aussi ces derniers qui promettent d'y échapper. Merci beaucoup.